Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Nous sommes le vendredi 31 janvier. À la une ce soir, un accord pour le budget a été trouvé en commission mixte paritaire. Malgré quelques victoires revendiquées par le Parti socialiste, à l'image du rétablissement de 4000 postes d'enseignants, ce budget s'affirme comme pire que celui du budget Barnier, a réagi le député insoumis Éric Coquerel. Le texte sera présenté à l'Assemblée nationale à partir de lundi. Une enquête pour faux témoignages ouverte à l'encontre d'Aurore Berger, la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes, est soupçonnée d'avoir caché un pacte de non-agression avec une lobbyiste des crèches privées. Hier, Martine Vassal a fait une grande annonce pour la métropole Aix-Marseille. Les transports gratuits pour les moins de 10 ans et les plus de 65 ans, soit 700 000 habitants sur les 2 millions que compte la métropole. Comment les usagers accueillent-ils cette nouvelle? Reportage à Marseille signé Nordine Ali Saïd. L'annonce de la gratuité des transports pour les moins de 10 ans et les plus de 65 ans est bien accueillie par les habitants de Marseille. Ah ben c'est une très bonne chose. Hein. C'est normal, je pense, parce que c'est des personnes qui sont souvent à la retraite et les transports sont trop chers pour ces personnes. Je trouve tout à fait normal, voilà. Les anciens, on marche moins bien et moins longtemps que les jeunes, qu'on n'a pas tendance à prendre la trottinette, c'est dangereux. Le vélo, on fait attention. Les transports en commun, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça va quand même aller en faveur du pouvoir d'achat des gens qui seront concernés. Puis ça va inciter aussi à utiliser les transports en commun dans une ville qui est embouteillée où l'utilisation de la voiture est compliquée quand même. Selon Martine Vassal, présidente du département et de la métropole Aix-Marseille, 540 000 seniors et 200 000 jeunes pourraient bénéficier de ce dispositif. Cela représente près de 4 habitants sur 10 dans la métropole. Mais pour Nicolas Hu, président du comité des usagers des transports marseillais, l'âge ne devrait pas être le principal critère. Nous, on appelle à ce que les personnes principalement concernées par cette gratuité des transports soient des personnes qui en aient le plus besoin en termes de ressources et en termes de pouvoir d'achat, des étudiants jeunes actifs aux plus âgés qui ont des faibles pensions, des faibles taux de retraite pour bon nombre d'entre eux. Cette offre débuterait au mois de septembre. Cela coûterait 10 millions d'euros par an à la métropole. Entre Miramas et Grance, le nouveau terminal de transport combiné rail et route de Ouest-Provence a été inauguré cet après-midi. Un terminal décarboné et c'est une première en France, totalement automatisé. Écoutez le représentant de la région Sud, Jean-Pierre Cérus, au micro de Flavio Noriga. Je donne 2 chiffres. Avec ce terminal, d'abord, on réduit par 9 les émissions de gaz à effet de serre à la tonne transportée par le système combiné. Et on va avoir dans les mois qui viennent, dans l'année qui vient, des dizaines de milliers de camions qui ne seront plus sur nos routes et qui seront sur les voies ferrées. Par exemple, entre ici et la Lorraine, on a un faisceau ferroviaire. Ici, on a mis un pôle qui permet de passer un conteneur de son camion sur un train. Le camion reste ici, le conteneur file en Lorraine, et en Lorraine, on a le même type d'installation où le conteneur est remis sur un camion. Donc toute cette distance, elle ne se fait plus avec un camion qui marche la plupart du temps au gasoil, elle est sur un train et avec cette diminution drastique, on divise par 9 les émissions de gaz à effet de serre. À Marseille, on l'a appris il y a 10 jours, les Galeries Lafayette vont fermer leurs magasins du centre-bourse à la fin de l'année. Chez les commerçants des environs, l'inquiétude grimpe. Ils craignent une conséquence sur leur fréquentation. Certains ont même peur de devoir mettre la clé sous la porte. Bérénice Vazac s'est rendue sur place. Des activités marchandes en difficulté, voilà ce que pointent du doigt les commerçants aux abords du centre-bourse. Avec les années, le lieu évolue, pas forcément dans le bon sens. Ça, c'est le point de vue de Sam Malka. Il tient une boutique de vêtements sur le cours Belzins. On est inquiet parce qu'on a beaucoup de restrictions sur le cours Belzins. On ne peut pas faire ce qu'on veut, il faut faire beaucoup de demandes pour avoir un étalage, pour pouvoir vendre au niveau des produits. Moi, je suis vendeur de vêtements, c'est difficile. Le centre-ville a beaucoup baissé par rapport à sa fréquentation. Moins de fréquentation donc et des annonces récentes qui n'ont pas rassuré les esprits. Le groupe des Galeries Lafayette prévoit la fermeture de 2 magasins à Marseille d'ici la fin 2025. L'un d'entre eux se trouve au centre-bourse. Une situation déplorable pour Jean-Luc Chauvin, c'est le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille. C'est regrettable que
la deuxième ville de France ne soit pas capable de garder un des fleurons du commerce français. Voilà. Alors on a encore le printemps, mais on n'aura plus le Galeries Lafayette. C'est très très dommageable. Ça nécessite qu'on y travaille et que peut-être on trouve avec eux des solutions pour pouvoir s'implanter. Pour éviter de fragiliser les entreprises à proximité suite à ces fermetures, Jean-Luc Chauvin envisage des réunions cette année avec les collectivités et l'État. Objectif, accoucher d'un nouveau plan concret de redynamisation du centre-ville. L'acétamipride peut être de retour dans nos champs. Cet insecticide de la famille des néonicotinoïdes était au centre des débats du Sénat en début de semaine. La Chambre haute du Parlement s'est finalement positionnée en faveur de la réutilisation de ce produit, pourtant nocif pour les abeilles, interdit depuis 2018 en France. Reportage réalisé avec Joaquin Ogdelaou. Je me demande si les gens qui sont au Sénat, qui présentent ce genre de test de loi, sont intelligents. Devant le pot qui contient ses dernières récoltes de miel annuelles, François Moreau, le président de la Société régionale d'apiculture des Bouches-du-Rhône, a du mal à contenir sa colère. On voit très bien que la biodiversité se casse la gueule, on voit très bien que le nombre d'abeilles sauvages diminue, on voit très bien que le nombre de papillons s'écroule et ainsi de suite. Et on en remet une couche. Non, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Contrairement à ses confrères de droite, le sénateur Europe Écologie Les Verts des Bouches-du-Rhône, Guy Benaroche, s'est prononcé contre le retour de l'acétamipride. C'est une régression totale. C'est la remise en cause de pratiquement de tous les résultats depuis des années de différents acteurs, de différents chercheurs dont les résultats sont reconnus dans différents domaines, y compris celui des pesticides. C'est la remise en cause de tout ça. Si l'insecticide ne tue pas directement les abeilles, il perturbe leur comportement au point d'altérer leur travail de pollinisation. Un constat que ne nie pas Axel Christian, le président de l'Association nationale des producteurs de noisettes. Mais sa filière a besoin de ce produit pour survivre. Sur nos 300-350 producteurs, il y en a quasiment la moitié qui sont proche du dépôt de bilan. On n'est pas plus bête que les autres, on ne va pas traiter nos produits, traiter nos vergers avec des produits non-stop. Si on a une solution, on va dire, naturelle pour lutter contre la punaise, eh bien, tant mieux. On aura, mais bon, c'est qu'il faut donner du temps pour trouver cette solution. Et chose que économiquement, nos producteurs aujourd'hui n'ont pas. L'aval du Sénat était une première étape dont se félicitent les producteurs de noisettes. Pour autant, rien n'est encore fait. L'Assemblée nationale devra se prononcer dans les prochaines semaines. Et si la France avait pris de l'avance en interdisant l'acétamipride dès 2018, l'autorisation d'utiliser ce produit sera remise en cause à partir de 2033 par l'Union européenne. À Martigues, ce ne sont pas les abeilles mais les rats qui sont au cœur des occupations de la ville. Après l'installation l'année dernière de nombreux pièges par la société Ortec, la commune vient de tester la dératisation avec Furet, une méthode 100% naturelle qui a déjà fait ses preuves. Un reportage de Gladys Sosroth. Les réseaux d'égouts sont très vieillissants et très abîmés, les rats sont remontés et il y a des gros dégâts sur la voirie, sur les bâtiments et les rats ont infesté tout le quartier en fait. Le constat de Jérôme Guillemin, gérant de la société Furax, est sans appel. À l'aide d'une vingtaine de furets, uniquement des femelles, et de plusieurs chiens, il dératise en douceur mais efficacement. J'utilise aucun poison dans mes méthodes de dératisation. On se sert des animaux pour chasser, on peut faire du piégeage aussi la nuit et on va chercher les problèmes à la source en fait pour empêcher en gros les rats de ressortir des réseaux et pour régler le problème sur le long terme. Pour rappel, si les rats sortent hors des souterrains, c'est parce qu'ils y trouvent facilement de quoi se nourrir. L'occasion pour Marceline Zéphir, conseillère municipale déléguée au centre-ville, de rappeler les règles du bien vivre ensemble. C'est sortir les poubelles aux heures en soirée entre 19 et 21 heures et pas le week-end. Et donc si on veut les sortir à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit, il y a les containers enterrés. Et il faut juste appuyer sur l'ouverture et mettre la poubelle dedans. Si on respecte ça, bien évidemment, les rats vont ne pas trouver à manger, donc ne vont pas prospérer. On a eu des cas de leptospirose, de maladies dues aux infections de rats, donc ça commence à devenir assez grave. Parallèlement, la ville a aussi entrepris des rencontres avec la métropole Aix-Marseille-Provence afin que cette dernière démarre des travaux de modernisation des réseaux souterrains dont elle a la responsabilité, réseaux souterrains vieillissants, source de prolifération des rats.
La grippe fait des ravages cet hiver avec un public jeune de plus en plus touché. Selon Santé publique France, plus d'un quart des consultations concernent des enfants de moins de 15 ans. En cause, une nouvelle souche du virus qui inquiète. Reportage à Istres de Nordine Ali Saïd et Lina Kafif. La salle d'attente de ce centre médical d'Istres est pleine à craquer avec de nombreuses suspicions de grippe chez les patients. Karine a vu sa nièce Amy de 9 ans sortir d'une grippe qui a duré une semaine. Elle ne l'avait jamais vue dans cet état. Très dur pendant une semaine avec grosse fatigue, des nausées, des courbatures, une fièvre qui oscillait entre 39 et 40 et des malaises aussi. Oui. Et voilà, donc toute la classe, son instituteur, tout le monde a été malade. Amy a repris l'école, mais les symptômes grippaux partent lentement. Elle est très fatiguée, disons qu'elle a des valises jusqu'à là. Selon les données récoltées en ce début d'année 2025 par SOS Médecins, la grippe a augmenté de 5,6% en ville chez les 5-14 ans. L'outil du médecin, le thermomètre frontal pour mesurer la température, le saturomètre pour mesurer la quantité d'oxygène qu'il y a dans le sang, et bien sûr le stéthoscope, qui est l'outil principal pour écouter les poumons. C'est le virus B qui touche particulièrement les jeunes de moins de 15 ans, mais ce n'est rien d'alarmant pour André Linka, médecin généraliste. Le virus mute. Et tous les virus mutent, c'est leur manière de survivre. S'il n'y a pas de mutation, il n'y a plus de virus. On a des virus à ADN, des virus à ARN, et le virus modifie sa composition pour que les lymphocytes ne les éliminent pas. Voilà, c'est la raison pour laquelle chaque année, les vaccins ont une composition différente, notamment celui de la grippe. Les 15-60 ans sont moins touchés par le virus selon Santé publique France. Il est recommandé le port du masque pour les plus jeunes afin d'éviter de contaminer les plus de 60 ans, la tranche qui est majoritairement touchée dans le pays. 41 000 décès par an liés à la pollution de l'air auraient pu être évités dans la région si les limites conseillées par l'OMS avaient été respectées. C'est ce que nous annonce Santé publique France dans son dernier rapport. La pollution de l'air ambiant est responsable de quelques centaines à plusieurs milliers de cas de maladies en PACA. Damien Pigat, le directeur de l'innovation à Atmosud, l'Observatoire de la qualité de l'air de la région, nous éclaire sur le principal enseignement à tirer de ce rapport. On va retrouver des pathologies qui étaient assez connues et qui étaient assez intuitives, des pathologies respiratoires comme de l'asthme, des cancers de poumons, des infections pulmonaires. Mais en fait, le vrai enseignement, c'est qu'on va aussi avoir dans les pathologies qui vont être développées des maladies notamment cardiovasculaires, de l'hypertension, de l'infarctus, des AVC, également par exemple des maladies métaboliques comme le diabète de type 2. Et en fait, ces maladies cardiovasculaires vont représenter la majorité des maladies associées justement à une qualité de l'air qui est mauvaise. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est nouveau dans justement la connaissance que l'on a, et ça s'explique notamment au niveau par les particules qui ont une propriété, en fait, au plus elles vont être fines, au plus elles vont rentrer en profondeur dans notre appareil respiratoire. Les plus grosses vont se déposer assez rapidement en fait dans les voies supérieures, au niveau de la gorge, du nez. Les plus fines vont rentrer dans les poumons, et vraiment les ultra fines, elles vont pouvoir franchir la barrière sanguine, et une fois qu'elles sont dans notre sang, en fait, elles vont pouvoir circuler dans l'ensemble de notre corps et donc affecter les différents organes de notre corps. Comme partout en France, sur 99% du territoire régional, la pollution de l'air dépasse le seuil recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Demain, c'est le 1er février, plusieurs changements de prévus pour nos portefeuilles. Une bonne nouvelle, d'abord vos factures d'électricité devraient afficher un montant moins élevé dans les prochaines semaines. Les prix doivent baisser de 15% dès demain pour 24,4 millions de ménages. En revanche, le taux d'intérêt du livret A et du livret d'épargne populaire sont eux revus à la baisse. Allez, on passe au sport et on attaque avec l'événement athlétisme incontournable. C'est ce soir au Stadium de Miramas pour la 6e édition du meeting élite indoor d'athlétisme. Il s'agit ni plus ni moins du 10e plus grand meeting mondial. 130 athlètes nationaux et internationaux se rejoignent avec entre autres une épreuve du 60 mètres et très attendue. L'an dernier, l'événement avait réuni plus de 3500 spectateurs. En foot, l'OM se prépare pour l'Olympico ce dimanche. C'est l'affiche de cette 20e journée de Ligue 1. Olympique de Marseille contre Olympique Lyonnais, un affrontement à la saveur particulière qu'a évoqué Adrien Rabiot en conférence de presse cet après-midi. Non, bien sûr, j'entends que c'est un match très important pour le club. Ça a toujours été, il y a cette rivalité. Alors on a vu la joie que c'était au match aller d'aller gagner. Moi j'ai regardé ça, j'étais dans ma chambre d'hôtel. Je viens d'arriver depuis peu, mais... on a pu sentir cette joie, cet enthousiasme de tout le peuple marseillais. Donc on sait que c'est un match important, de toute façon on le voit, on en parlait partout, le stade sera plein, enfin, on sait que c'est un match très attendu. Donc bien sûr on le joue pour nous parce qu'il est important au niveau du classement.
qu'il faut se relancer, mais évidemment pour les supporters qui attendent ce match aussi avec impatience. L'important c'est de continuer à travailler, mais aussi de comprendre que dans une saison il y a des hauts et des bas. C'était peut-être un moment un peu plus compliqué. Et ce qu'on fait c'est très bien, il faut voir ce qu'on fait de bien aussi, la position où on est actuellement. Et surtout pas se laisser conditionner. On sait qu'à Marseille, dès qu'il y a un ou deux résultats un peu moins bons, très rapidement ça peut vaciller. Il faut surtout qu'on garde la tête froide, voir où on est, ce qu'on fait de bien, et puis reprendre dimanche notre marche en avant. L'OM qui devrait pouvoir compter sur un ancien Lyonnais, Amine Gouiri, pour le match de dimanche. L'attaquant en provenance de Rennes est arrivé à Marseille aujourd'hui. Il devrait avoir passé sa visite médicale d'ici la fin de soirée. Un transfert autour des 20 millions d'euros est évoqué. Ce soir, le FC Martigues se déplace à Dunkerque. Les 100 et or espèrent rester sur leur lancée victorieuse une semaine après la victoire face à Amiens au stade Francis Turcan. Mais attention, c'est un tout autre match qui attend le FCM. Dunkerque est une équipe solide de Ligue 2, 4e au classement tout de même. Foss Basket est également sur le terrain. Ce soir, réception de Nantes à la maison à la Halle Henri Juita. L'occasion de relever la tête après la lourde défaite de plus de 40 points à Denain vendredi dernier. Allez, la semaine touche à sa fin et ce week-end, les crêpes vont pouvoir s'inviter dans nos assiettes. C'est la Chandeleur qui démarre ce dimanche et pour le reste du week-end, on fait le point avec Noria Boussena et l'agenda des sorties. Le Ciné Festival Terre et Avenir revient à Salon-de-Provence, un voyage cinématographique pour les cinéphiles et les amoureux de la nature. Jusqu'au 5 février, le Ciné Planète vous invite à vivre une expérience unique mêlant passion pour le cinéma et respect de notre planète. Cette programmation exceptionnelle explore des thématiques variées qui toucheront à la fois petits et grands, les merveilles des océans, les mobilités douces, l'école autrement, l'alimentation durable, une édition qui promet de ravir tous les spectateurs en quête de sens et de découverte. À Saucé-les-Pins, le rendez-vous incontournable du livre jeunesse vous attend. Au programme séance de dédicaces, escape game, contes à écouter, fresques sous-marines à réaliser, des jeux avec la ludothèque de Saucé et même un atelier Bookface organisé par la bibliothèque. Il y en aura pour tous les goûts. Parmi les invités, l'autrice Ramona Badescu et les illustratrices Karine Prache et Lisa Lambron. Les Oursinades arrivent à Caril-Rouet. Rendez-vous les dimanches 2, 9 et 16 février de 10h à 16h. L'occasion de profiter d'une journée conviviale autour de l'oursin et des produits de la mer avec de nombreuses animations et dégustations sur place. Vous pourrez flâner sur le marché d'artisanat et découvrir des stands variés de créateurs locaux. À noter que des navettes gratuites circuleront entre le parking du Rouet et le centre-ville pour vous permettre d'accéder facilement au port de Carry. La ville d'Istres vous invite à un week-end ludique. Le festival du jeu organisé par l'association Tour de Jeux se déroulera à la polyvalente tout ce week-end. Pas moins d'une trentaine d'éditeurs seront présents pour vous faire découvrir une centaine de jeux pour tous les âges et tous les goûts. Au programme bourse aux jeux d'occasion où vous trouverez des perles rares et des classiques. Un espace petite enfance avec des jeux adaptés pour les plus jeunes et des initiations aux jeux de rôle. L'entrée est gratuite. Restauration sur place pour reprendre des forces entre deux parties. Vivez au rythme de la Biennale internationale des arts du cirque à Vitrolles du 1er février au 8 février. Laissez-vous envoûter par 3 spectacles exceptionnels répartis dans 3 lieux différents, acrobatie, numéros impressionnants et cirque aérien. Pour commencer en beauté, découvrez le cabaret renversé, un spectacle époustouflant sous chapiteau qui émerveillera petits et grands dès 6 ans. Rendez-vous ce samedi au domaine de Fontblanche à Vitrolles. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Très bon week-end à tous. L'info continue sur maritima.fr.